Explorer les aspérités de la vie, traverser les émotions, rester debout dans un monde en mutation. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions pour nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Parce qu'ici, on arme les esprits. Épisode 45, hyperconnexion et solitude du lien. Êtes-vous du genre à rester scotché à votre téléphone quand vous attendez une réponse ? Et là, vous pouvez passer par de véritables montagnes russes émotionnelles en vous répétant « Ah, mais pourquoi il ou elle ne me répond pas ?» Avec parfois le sentiment qu'on vous rejette ou même qu'on vous abandonne. Tout ça parle de votre tolérance à l'absence. Le lien à l'autre, la relation, c'est déjà pas simple à la base. Bah oui, parce qu'on a affaire à du différent, de l'étrange, de l'étranger. Mais quand on rajoute les nouvelles technologies, eh bien ça vient juxtaposer une couche de complexité supplémentaire. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de diaboliser les technologies, mais d'en comprendre les effets. Des effets très concrets sur notre façon d'être en lien, des effets qui seront différents d'une personne à l'autre, mais aussi selon l'usage que l'on fait de toutes ces technologies. Ce qui est certain, c'est que le virtuel a des conséquences bien réelles sur notre vie psychique, mais aussi sur notre façon d'éprouver le lien à l'autre. Et c'est justement ce que je vous propose d'explorer dans cet épisode. Je vais d'abord vous parler de Théa, une jeune ado accrochée à son smartphone, et puis on réfléchira ensemble aux effets de ces connexions virtuelles sur nos liens aux autres. Et si vous avez envie de poursuivre la réflexion pour vous, vous pourrez télécharger gratuitement un PDF de questions introspectives. Pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, vous le recevrez directement par mail. Je m'appuie ici sur un article de Christophe Janssen, psychologue clinicien, professeur de droit et de criminologie. Cet article est vraiment très intéressant, donc je vous invite à aller le lire. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Elle m'a balancé un vu. Quand je rencontre Théa, elle est hospitalisée pour une maladie chronique, une drépanocytose. On me demande de la voir au titre de la pédopsychiatrie de liaison parce que les conflits à la maison deviennent récurrents et aboutissent désormais à de véritables crises. Théa ne peut plus lâcher son téléphone. Alors, je vais chercher Théa dans sa chambre et on file en salle d'entretien. Il se trouve qu'elle a alors son téléphone avec elle, qu'elle emporte, bien évidemment. Pendant tout l'entretien, elle le garde serré entre ses mains. Je lui demande tout naturellement ce qu'elle fait avec. Tout, me dit-elle. Moi. Ah bon ? Il sait faire à manger aussi ? Théa sourit. Non, ça pas encore. Elle raconte qu'elle ne quitte plus son téléphone, que ses parents ne le comprennent pas, mais que pour elle, ce n'est pas un simple caprice, c'est juste vital. Une fois, son téléphone est tombé en panne de batterie, et elle ne pouvait pas le recharger tout de suite vu le contexte dans lequel c'est arrivé. Théa a fait une crise d'angoisse. J'ai cru que j'allais mourir, dit-elle. Maintenant, j'ai toujours une batterie externe dans mon sac et une autre dans la poche de mon manteau. Elle poursuit. C'est pour Noah aussi. J'ai besoin d'être toujours en contact avec lui. Noah, c'est son petit copain. Elle entretient une relation amoureuse à distance avec ce garçon. Et vous vous parlez souvent ? Elle. Ouais, on s'envoie des messages en journée et on s'appelle tous les soirs. Il est déscolarisé, donc il a plus de temps que moi. Elle me dit 2-3 mots sur Noah. Disponible, prévenant, tendre, enfin, autant qu'il puisse l'être virtuellement. Bref, la perle rare version 2.0. Je lui demande. Et vous vous êtes déjà rencontrés dans la vraie vie ? Elle. Non, mais moi je veux pas. Je préfère qu'on reste comme ça pour l'instant. Précision géographique importante, il habite en Belgique et Théa habite le sud de la France. Puis elle me décrit des relations plutôt compliquées avec d'autres filles du lycée. Notamment une qui semble souvent se confier, voire s'épancher auprès d'elle. Théa prend son rôle de soutien très au sérieux. Moi, je lui ai fait 5 vocaux pour lui répondre et elle me balance un vu. Alors, vous n'êtes peut-être pas tout à fait familier avec cette expression. Balancer un vu, c'est quand on lit le message, que les petites coches sous le message deviennent bleues et en attestent, mais qu'on ne répond pas au message.
Au passage, ça m'a fait réaliser à quel point le lien s'était resserré autour de l'autre. On sait ce qu'il lit, ce qu'il ne lit pas, tout ça en temps réel. On est presque dans un véritable monitoring de la disponibilité de l'autre. Bref. Alors je demande. Elle te balance un vu, ça veut dire quoi pour toi? Théa répond. Bah, ça veut dire qu'elle a lu mon message. Et là, elle m'envoie chier. Moi. Ah bon? Mais comment tu le sais? Elle pourrait très bien ne pas pouvoir te répondre tout de suite ou réfléchir à sa réponse. Théa. Non, je suis sûre. Elle répond toujours à tout de suite. En fait, j'apprendrai à la consultation suivante que la copine en question avait cassé son téléphone et avait donc été absente du réseau quelques heures. Je m'arrête là pour cette vignette clinique. Théa représente bien ce que certains ados traversent. Un collage relationnel, des liens construits en grande partie sur l'idéalisation et qui sont rapidement abîmés, voire détruits par la réalité quand elle vient pointer le bout de son nez de manière un peu trop insistante. Proximité virtuelle, distance virtuelle. Le virtuel, ça a ça de bien que ça permet d'être en relation avec des personnes à l'autre bout de la planète. Ça ouvre plein d'horizons et ça multiplie les possibilités. Mais ça peut aussi devenir une manière d'éviter des contacts directs. Le mot virtuel veut dire potentiel, en puissance. Un lien virtuel, c'est un lien qui existe, mais qui est en potentiel. Pas encore tout à fait là, mais en devenir. Il est là et il n'est pas encore vraiment là au sens d'un partage de réalité. Pourtant, tout virtuel qu'il soit, il a des effets bien réels. Des effets réels qui se déploient dans une société qui, elle aussi, semble se transformer. La société liquide. Zygmunt Bauman était philosophe et sociologue, et il s'est beaucoup intéressé à la modernité et à la marchandisation de l'humain. Il a développé plusieurs concepts. La société liquide, la proximité et la distance virtuelle. La société liquide, c'est une forme de société marquée par l'instabilité, l'incertitude et la fragilité des liens sociaux. Dans cette société liquide, les structures traditionnelles, la famille, le travail, les institutions politiques, perdent leur stabilité et leur solidité. Elles deviennent fluides, temporaires, flexibles. Dans une telle société, tout devient flux. On passe alors d'une modernité solide, où les identités et les rapports sociaux étaient relativement stables, à une modernité liquide, où l'individu doit naviguer dans des choix constants, changeants, souvent précaires. La liberté individuelle augmente, oui, mais au prix d'un sentiment d'insécurité, de fragilité, d'une difficulté à se projeter. Les relations humaines, les emplois, les engagements deviennent précaires et éphémères. L'identité, le statut, les relations se construisent au gré des préférences changeantes des individus, souvent dans une logique consumériste. Cette liquidité génère une tension entre le besoin de sécurité et le désir de liberté, sans parvenir à un équilibre stable. Si je le dis autrement, les repères deviennent fragiles, les institutions inconsistantes, ce qui a des effets très concrets sur la confiance en l'avenir, la confiance entre les individus, la confiance en soi, et même sur la cohésion sociale. Pour Bauman, cette société liquide transforme profondément nos façons d'être en relation. Proximité virtuelle. La proximité virtuelle, c'est exactement ce que vit Théa avec son amoureux. La technologie leur permet d'être connectés en permanence, sans jamais partager le même espace physique. Elle peut donc être en fusion totale avec l'autre qui, en réalité, vit à des centaines de kilomètres. D'ailleurs, notez bien qu'elle ne souhaite pas le rencontrer dans la vraie vie. Pour l'instant, en tout cas. Et ça lui permet probablement de maintenir le fantasme, le désir, sans que la réalité, forcément imparfaite, et heureusement, ne vienne heurter l'image idéalisée qu'elle s'est construite de lui.
Donc, son Noah devient la surface de projection de son propre fantasme. L'imaginaire est roi, et la réalité ne vient jamais vraiment fissurer l'image qu'elle s'est construite. Et si l'illusion s'effrite ou s'érode, eh bien, elle n'a plus qu'à se déconnecter de Noah pour se reconnecter à son fantasme, le réalimenter, puis se reconnecter avec Noah et, j'allais dire, c'est reparti pour un tour. Donc son lien amoureux ici tient en grande partie sur l'imaginaire projectif. Alors que quand il y a relation dans la réalité, imaginaire et réalité s'entremêlent, se rééquilibrent et finissent par créer ce sentiment amoureux qui s'ancre dans quelque chose de vivant, d'incarné. Distance virtuelle. La distance virtuelle, c'est quand on est présent mais de manière fragmentée. On peut être là physiquement, mais absent du lien, absorbé par son smartphone. Le paradoxe, c'est que ces technologies rapprochent sur le plan géographique, mais ne rapprochent pas forcément sur le plan relationnel. Parfois même, elles produisent une multiplication de liens superficiels. On peut même être très connecté, mais se sentir très seul socialement dans la réalité. Et là, on va faire un petit retour vers le futur ensemble. Pour revenir au temps du téléphone fixe. Quand le téléphone portable n'existait pas encore. Parce que cette histoire de distance virtuelle n'a pas commencé avec le smartphone. En revanche, elle a été amplifiée par toutes ces technologies. Internet, smartphone, applications, réseaux sociaux. Alors souvenez-vous. Si vous êtes assez vieux comme moi, vous avez connu ce temps où il n'y avait que des téléphones fixes. Eh bien, le téléphone n'était pas attaché à une personne, mais à une maison, à un lieu. Appeler quelqu'un impliquait du temps et une véritable intention. Et oui, parce qu'il fallait trouver un téléphone disponible, parfois une cabine téléphonique et avoir de la monnaie, puis composer le numéro. Alors avec ce téléphone, on commençait déjà à ressentir une continuité du lien, mais il subsistait un peu de place pour la rêverie. Je reviens à mon histoire. Donc vous aviez composé le numéro. Et là, souvent, ce qui se passait, c'est qu'il y avait personne qui répondait. C'est à cette même période que les répondeurs se sont généralisés. Des boîtes vocales qui disaient « Je ne suis pas là ». Et ça, c'est drôlement intéressant. Parce qu'on est passé de « peut-être que la personne n'est pas là, mais au fond, j'en sais rien », à « je suis sûre qu'elle n'est pas là ». Vous voyez comment tranquillement on chemine vers une absolue continuité du lien, vers un « je sais toujours ce que tu fais » qui se transformera bientôt en « toujours joignable, toujours disponible ». Et quand quelqu'un décrochait, on disait « qui est à l'appareil ?» Parce que souvent, ce n'était pas la personne qu'on voulait avoir. Auquel on répondait le classique « vous pouvez me passer un tel, s'il vous plaît ?» Aujourd'hui, quand on répond à son smartphone, on dit plutôt « t'es où ?» Parce que je sais déjà que c'est toi qui me réponds, et tu sais que c'est moi qui t'appelle. Mais quand tu ne réponds pas, alors que tu sais que c'est moi qui appelle ou qui t'envoie un message, que se passe-t-il ? Eh bien, je vous pose la question à vous qui m'écoutez. Que se passe-t-il pour vous ? Est-ce que vous vous dites simplement « il ou elle n'est pas là ? Il me rappellera ?» Ou est-ce que vous vous dites « mais pourquoi il répond pas ? Pourquoi il ne répond pas alors qu'il sait que c'est moi ?» Sous-entendu, il ou elle ne veut pas me parler. Il m'évite. C'est exactement ce que Théa a vécu avec sa copine. Le silence est devenu synonyme de rejet. Vous voyez que quand il y a moins de possibilités d'imaginer l'absence de l'autre, eh bien c'est la projection de ses propres inquiétudes qui prend toute la place. Alors Christophe Janssen propose justement que cette absolue continuité du lien, offerte par le smartphone, fragilise notre tolérance à l'absence. Elle nous enlèverait la possibilité d'un lien qui accepte la discontinuité. Alors que, si on y réfléchit bien, un lien dans la vie ne peut être que discontinu. On ne peut pas se fondre dans l'autre, ni dans sa psyché, ni le coller 24 heures sur 24, même quand on aimerait beaucoup. Être seul avec soi,
comment ça s'apprend. Alors pour aller un peu plus loin et bien comprendre pourquoi le sentiment d'absolue continuité du lien n'a rien à voir avec le sentiment de continuité du lien, et pourquoi la solitude dans le lien et la solitude du lien renvoient à des choses totalement différentes, on va faire un petit détour. Parce que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec le virtuel, il faut d'abord revenir à la base. Comment apprend-on, très concrètement, à être seul avec soi-même ? Vous allez voir que ce n'est pas inné, c'est quelque chose qui se construit, étape par étape, dès le tout début de la vie. De l'indifférenciation à la vie réelle. Revenons-en au tout premier commencement. Comment ça se passe quand on est bébé ? Et pour vous l'expliquer, je vais m'appuyer sur Winnicott, qui était un pédiatre et psychanalyste britannique. Au départ, selon lui, le bébé et sa mère et son environnement ne font qu'un. Pour simplifier, je vais dire mère, mais gardez en tête qu'il peut s'agir de toute figure parentale qui assure cette fonction. Donc le bébé et sa mère ne font qu'un. Autrement dit, le bébé est dans une illusion d'indifférenciation avec sa mère et avec le monde. Il ne distingue pas de différence entre ce qui vient de lui et ce qui vient du monde. Il se vit même comme omnipotent, parce que la plupart du temps, sa mère répond à tous ses besoins immédiatement. Mais heureusement, il n'existe pas de mère parfaite. Et c'est là que tout commence. Il va y avoir des petits ratés de la part de la mère. Elle répond un peu plus tard. Elle ne comprend pas tout de suite ce que veut son bébé. Elle tâtonne. Eh bien, ces petits ratés-là, ce sont des petits bouts de réalité qui entrent peu à peu dans l'univers du bébé. Petit à petit, ces ratés vont lui permettre de prendre conscience de la réalité du monde, mais sans brutalité, par petites touches, comme un saupoudrage progressif. Le bébé va commencer à sentir, à réaliser qu'il y a lui et qu'il y a un extérieur à lui. C'est bien parce que la mère n'est pas parfaite, ce que Winnicott nomme « the good enough mother », que le bébé va pouvoir découvrir le monde. Et c'est aussi comme ça qu'il commence à se différencier. Cet écart entre sa réalité interne et la réalité externe crée ce que Winnicott appelle l'ère transitionnelle, un espace intermédiaire qui relie le monde intérieur du bébé et le monde extérieur au bébé. Cette ère transitionnelle lui permet d'éprouver un sentiment de continuité d'existence. Mais attention, quand je parle de continuité ici, il ne faut pas imaginer qu'elle repose sur un lien parfait, permanent et sans faille. Pour Winnicott, le sentiment continu d'exister repose justement sur l'acceptation et l'intériorisation de la discontinuité du lien. Les petits ratés dont on parlait, les absences, les séparations. Typiquement, le doudou, objet transitionnel par excellence, représente autant l'absence de la mère que sa présence. Et c'est cet entrelacement singulier entre imaginaire et réalité qui fait du doudou un objet transitionnel. Il symbolise une continuité d'être au monde, par-delà la séparation. Vous voyez d'emblée la différence avec le smartphone, qui, lui, produit une absolue continuité, une continuité sans absence, sans délai, sans espace, où finalement l'absence et la séparation est déniée. Mais on va y revenir un petit peu plus loin. Parce qu'au fond, le paradoxe à supporter pour nous les humains dans toute relation, c'est celui-là. La possibilité de l'absence, de la discontinuité, et puis aussi la présence dans l'absence et l'absence dans la présence. Et ça, c'est exactement ce qui va nous mener au concept central de la capacité à être seul. La capacité d'être seul en présence de l'autre. Parce qu'une fois que le bébé s'est différencié de son environnement, le chemin n'est pas terminé. Il reste quelque chose d'essentiel à apprendre, être seul. Accepter les séparations, traverser les pertes, supporter que l'autre ne soit pas toujours là, ni toujours disponible.
Et cette capacité, elle ne s'apprend pas dans la solitude. Elle s'apprend en présence d'un autre rassurant. Un parent, une figure attachante, quelqu'un dont la présence est stable et enveloppante. Et attention, remarquez qu'on ne parle pas ici d'apprentissage de la solitude, mais bien de la capacité à être seul en présence de l'autre. Autrement dit, cela veut dire que le lien est suffisamment sécurisant, suffisamment solide, pour le dire en termes plus psy, qu'on a suffisamment intériorisé le lien comme bon objet, pour que je puisse me retirer en moi de manière saine, sans le vivre comme quelque chose d'angoissant. C'est-à-dire qu'on peut garder le lien en soi, même quand l'autre n'est pas disponible, grâce à la représentation intérieure qu'on s'en est forgé. La conséquence, c'est aussi qu'il nous est supportable que l'autre soit seul en lui quand il est avec nous. On ne l'interprète pas comme de l'indifférence, du rejet ou de l'abandon. On comprend que c'est normal, c'est humain, c'est sain. Je précise que pour Winnicott, cette capacité à être seul en présence de l'autre est, je cite, « un des signes les plus importants de la maturité du développement affectif ». Et Christophe Janssen, qui est aussi thérapeute de couple, ajoute dans son article que la qualité de cette solitude à deux est un indicateur précieux pour apprécier la qualité du lien amoureux. Parce que cette solitude dans le lien, et je dis bien dans le lien, est normale, saine et indispensable. Elle garantit la différenciation moi-autre. Elle ouvre l'accès au monde symbolique et elle permet de traverser tout ce qui touche à la perte, à l'absence et à la séparation. Ce que la virtualisation change dans notre psychisme. Alors maintenant, on va regarder ce que tout ça change en nous. Parce que cette technologie ne transforme pas seulement nos habitudes. Elle transforme notre vie psychique, notre manière d'être en lien, et même la façon dont on se sent exister. Fragilisation du sentiment de continuité d'exister. On l'a vu, avec le smartphone, on bascule dans quelque chose qui ressemble à une absolue continuité du lien. En clair, tu n'es jamais vraiment absent et je ne suis jamais vraiment séparé de toi. Et dans l'histoire de Théa, c'est exactement ce qui se passe avec son petit ami. Il est toujours dans sa poche via son smartphone, comme s'il lui tenait la main en permanence. Et c'est cette angoisse de perte du lien qu'elle a vécue quand sa batterie est tombée en rade. Tout d'un coup, il avait littéralement disparu. Alors vous allez sûrement me dire, le smartphone, c'est un doudou comme un autre finalement. Mais non. Le smartphone ne joue même plus le rôle d'un doudou 2.0. On est bien en deçà du doudou. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous parlais de la relation mère-bébé, au tout début, ce moment où je vous disais que le bébé se croit omnipotent et où la réalité répond presque instantanément à ses besoins. Eh bien, on en est plutôt là. On a régressé à cette phase d'indifférenciation primaire. Et vu sous cet angle, on comprend à quel point ne pas avoir de réponse peut être angoissant. Si je suis dans l'illusion que l'autre est totalement disponible pour moi et présent en permanence, alors la moindre non-réponse fait effondrer l'illusion d'un coup. Et je dis bien d'un coup, pas par petites touches comme les ratés de la mère pour le bébé. Non, là c'est une effraction de la réalité qui peut être vécue comme assez violente. Ici, le sentiment de continuité entre soi et le monde ne tient qu'à l'illusion qu'on s'en est fait, vu qu'on n'a pas encore créé cette ère transitionnelle ou qu'elle n'est pas suffisamment solide. Donc le sentiment de continuité d'existence est mis en péril à chaque non-réponse. Il est terriblement fragile. Et chaque silence, chaque délai, chaque vue sans réponse vient menacer l'existence même du lien et donc la stabilité interne. C'est un peu comme si, au lieu d'être habitué progressivement à la réalité par des petits ratés, on y était plongé d'un seul coup alors qu'on n'y est pas prêt du tout. Incapacité à être seul. Vous voyez comment l'arrivée du smartphone a profondément modifié notre manière d'être en relation. Il nous met dans une situation paradoxale. Je peux être en lien continu avec des personnes très éloignées
et en même temps me mettre virtuellement à distance des gens qui sont juste à côté de moi dans ma réalité. Et n'oublions pas que les plateformes ont été conçues pour ça. Elles cherchent à nous garder connectés le plus longtemps possible, à retenir notre attention. D'une certaine manière, ces plateformes soutiennent l'idée qu'on devrait être en lien en permanence, sans interruption. C'est comme une injonction à habiter ce lien d'absolue continuité. Alors que se passe-t-il quand quelqu'un ne supporte pas ou supporte mal la discontinuité du lien ? D'un côté, il va chercher un lien immédiat, continu, ce que les applications savent parfaitement offrir, et de l'autre, il peut vivre la présence réelle d'autrui comme une injonction à s'y lier, comme quelque chose d'inévitable. Autrement dit, il lui sera impossible de ne pas entrer en relation. Il y a intolérance à la séparation, intolérance à l'absence, mais aussi une impossibilité à mettre en œuvre cette capacité à être seul dont on a parlé. Le lien n'est plus vécu comme quelque chose de solide, comme quelque chose qu'on peut garder en soi et qui nourrit. Psychiquement, c'est un peu comme si la marche qui mène du réel au symbolique avait été ratée. La personne reste collée à son expérience immédiate, sans pouvoir la penser, sans pouvoir la mettre en perspective. Elle est coincée dans sa réalité. Le smartphone entre bricolage technologique et symptômes. Alors jusqu'à maintenant, on a vu que ce lien d'absolue continuité imposé par nos smartphones pouvait aboutir à deux choses. Une intolérance à la discontinuité du lien et une incapacité à être seul en présence de l'autre. Autrement dit, une forme de régression vers ce stade évoqué plus haut, celui où le bébé est indifférencié de sa mère et de son environnement. Il y a collage, fusion, dilution. Et Christophe Janssen fait l'hypothèse que cet accès facilité au virtuel via le smartphone fonctionne comme un symptôme. Ce qu'on appelle symptôme, c'est une tentative de solution, quelque chose qui répond effectivement à un problème, mais qui, en même temps, crée un autre problème. Le smartphone permet à la fois de se réfugier à l'intérieur de soi via les réseaux et les messages, donc il pallie à un déficit d'intériorité propre, si je le dis comme ça, mais il fragilise la capacité à supporter l'absence dans le lien, à supporter la séparation d'avec l'autre. Mais attention, se réfugier en soi et se réfugier dans son téléphone, ce n'est pas du tout la même chose. Le téléphone peut être une solution de repli, à défaut de pouvoir sereinement être seul en présence de l'autre. Alors, il devient une sorte d'extension de son propre monde intérieur. Un peu comme si on se repliait dans le soi de son téléphone, qui n'est pas tout à fait le soi de l'intérieur de soi. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que probablement que le soi de l'intérieur de soi n'existe pas vraiment encore, ou de manière parcellaire, ou en tout cas on ne peut pas avoir une relation pacifiée avec. Et par ailleurs, être sur ces réseaux sociaux, répondre à des messages, scroller, ce n'est pas du tout équivalent à penser, à rêvasser, à se souvenir, à entrer dans son monde imaginaire. Là où la capacité à être seul permettait la solitude dans le lien, le double mouvement d'hyperconnexion, d'illusion dans les réseaux et la mise à distance de l'autre réel aboutit à quelque chose d'un peu particulier. Un lien quasi sans l'autre, un autre qui n'est pas tout à fait complet. C'est ce que Janssen nomme la solitude du lien. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, la question qui me brûle les lèvres, c'est celle-ci. À force de confier à nos téléphones des fonctions psychiques qui devraient totalement nous appartenir, à force de délocaliser notre intérieur dans cette technologie, est-ce qu'on ne risque pas de perdre progressivement l'habitude d'habiter notre propre monde interne ? Ce qui nous rendrait d'abord plus vulnérables, plus impulsifs, plus tyranniques et même plus angoissés. S'agit-il là d'un symptôme ou d'une mutation de notre manière d'habiter notre intérieur ? Autrement dit, sommes-nous en train de désapprendre des processus complexes qui nous ont amenés à être capables de symbolisation,
Ce tissage délicat entre imaginaire et réalité, cette capacité à se représenter l'autre même lorsqu'il n'est pas là? Et dernière question, serions-nous en train d'appauvrir notre monde interne, et ce, de manière temporaire ou définitive? Conclusion. Lien virtuel, effet réel et solitude du lien. Finalement, parler du virtuel est en soi un paradoxe, parce que ce virtuel dont on parle a des effets très réels. Une relation née derrière un écran, relation dite virtuelle, peut mettre fin à un couple bien réel. Un silence numérique peut enclencher une véritable angoisse. Le smartphone et ce qu'il contient a profondément modifié notre manière d'être au monde et d'être en relation. Et quand on parle de ce qui nous attend, l'intelligence artificielle, les compagnons numériques, les robots qu'on nous promet dans chaque foyer, on sent bien que quelque chose est en train de se déplacer dans nos façons d'éprouver le lien. Parce qu'un robot ou un compagnon IA, c'est difficile à classer quand même. C'est un peu plus qu'un objet et pas tout à fait une personne. Ils ne sont pas inertes, mais ils ne sont pas vivants non plus. Ils peuvent simuler l'empathie, l'écoute, la disponibilité, mais ils ne sont pas animés de cette vie interne qui est la nôtre. À ce titre, on pourrait presque dire qu'ils sont morts, et qu'ils nous proposent une forme de relation zombie. Sauf que ces objets bizarres ne meurent jamais, et donc ne ressuscitent pas. Ils transcendent la mort et l'absence. Zombie n'est peut-être pas le bon mot alors. Mais c'est quoi le bon terme? Et c'est bien pour ça qu'ils sont si magnétiques et si séduisants. Difficiles à catégoriser, ils offrent un lien continu, sans contradiction, sans frustration, sans travail. Un lien que l'on peut arrêter et relancer à volonté. Un lien qui se suradapte, qui anticipe nos besoins. Finalement, ça a des côtés bien plus faciles que l'amitié ou l'amour avec une vraie personne, hein. Et le fait que ça soit si pratique, c'est bien par là que le marketing nous prend dans ses griffes. Alors oui, c'est un lien que l'on peut investir affectivement, mais qui est sans autrui au bout du lien, si je le dis comme ça. Alors avant d'aller trop vite, souvenons-nous de ce qui fait de nous des humains. Un monde intérieur, une capacité à rêver, à symboliser, à habiter nos pensées, une capacité à être seul en présence de l'autre, une capacité à supporter l'écart entre imaginaire et réalité, même si c'est dur parfois, entre ce que nous désirons et ce qui existe, même si ça fait mal. Votre monde intérieur, personne ne pourra le cultiver à votre place. Il est comme la rose du Petit Prince, fragile, précieux, exigeant. Il a besoin d'être protégé, d'être apprivoisé. Il a besoin de son paravent et de toute l'attention du Petit Prince, parce que ces 4 épines ne suffiront pas à affronter ce que la vie lui prépare. Et dans cette histoire, le Petit Prince, c'est vous. Notre intérieur, notre vie psychique, nous avons la responsabilité de la cultiver. Pour nous-mêmes, mais aussi pour nos relations, pour faire et construire une société apaisée. Pour compléter cet épisode, je vous ai préparé quelques questions introspectives à vous poser pour évaluer où vous en êtes sur votre capacité à pouvoir vous retirer en vous-même de manière apaisée. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et comme d'habitude, si ce contenu a résonné en vous, je vous invite à le partager et à me laisser des étoiles et des commentaires sur vos plateformes préférées. Merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt.